Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Des fleurs pour Algernon. De Daniel Keyes. Troisième partie. Compte rendu numéro 9. 1er avril. Tout le monde à la boulangerie est venu me voir aujourd'hui quand j'ai commencé mon nouveau travail au pétrin mécanique. Voilà comment c'est arrivé. Oliver, qui travaillait au pétrin mécanique, est parti hier. J'avais l'habitude de l'aider en lui apportant les sacs de farine pour les verser dans le pétrin. Pourtant, je ne croyais pas que je savais faire marcher le pétrin. C'est très difficile. Et Oliver est allé à l'école de boulangerie 1 an avant de pouvoir apprendre à être aide-boulanger. Mais Joe Carp, qui est mon ami, a dit « Charlie, pourquoi ne prends-tu pas la place d'Oliver ?» Tout le monde dans le fournil s'est approché et ils se sont mis à rire. Et Frank Rayleigh a dit « Oui, Charlie, tu es ici depuis assez longtemps. Vas-y. Gimpy n'est pas là et il ne saura pas que tu as essayé. » Je n'étais pas rassuré parce que Gimpy est le chef boulanger et m'a dit de ne jamais approcher du pétrin parce que je risquerais un accident. Tout le monde a dit « Vas-y », sauf Fanny Burden qui a dit « Arrêtez, pourquoi ne laissez-vous pas ce pauvre garçon tranquille ?» Frank Rayleigh a dit « Ferme ça, Fanny, c'est le 1er avril. Et si Charlie fait marcher le pétrin, il l'arrangera peut-être si bien que nous aurons tous une journée de congé. » J'ai dit que je ne pouvais pas arranger la machine, mais que je pouvais la faire marcher parce que j'avais toujours regardé faire Oliver depuis que j'étais revenu. J'ai fait marcher le pétrin mécanique et tout le monde a été surpris, spécialement Frank Rayleigh. Fanny Burden était surexcitée parce qu'elle a dit qu'il a fallu à Oliver 2 ans pour apprendre à bien pétrir la pâte et il était allé à l'école de boulangerie. Bernie Bates, qui s'occupe de la machine, a dit que je faisais plus vite qu'Oliver et mieux. Personne n'a ri. Quand Gimpy est revenu et que Fanny lui a raconté, il s'est mis en colère contre moi pour avoir travaillé au pétrin. Mais elle lui a dit « Regardez et voyez comme il fait le travail !» Les autres voulaient lui faire une blague pour le 1er avril et c'est lui qui les a ridiculisés. Gimpy a regardé et je savais qu'il était fâché contre moi parce qu'il n'aime pas que les gens ne fassent pas ce qu'il leur dit exactement comme le professeur Nemur. Mais il a vu comme je faisais marcher le pétrin et il s'est gratté la tête et il a dit « Je le vois, mais je n'arrive pas à le croire. » Puis il a appelé Mr. Donner et il m'a dit de refaire marcher le pétrin pour que Mr. Donner voie. Je n'étais pas rassuré. Il allait se mettre en colère et me crier dessus aussi. Après avoir fini, j'ai dit « Est-ce que je peux retourner maintenant à mon travail? Il faut que je balaye le magasin derrière le comptoir. » Mr. Donner m'a regardé d'un drôle d'air un long moment, puis il a dit « Ça doit être une farce de 1er avril que vous me faites, vous tous. C'est une attrape. » Gimpy a dit « C'est ce que j'ai pensé que c'était une farce. » Il a tourné autour de la machine en boitillant et il a dit à Mr. Donner « Je ne comprends pas moi non plus, mais Charlie sait la faire marcher et je dois reconnaître qu'il fait un meilleur travail qu'Oliver. » Tout le monde était entassé autour de nous et discutait et je me suis effrayé parce qu'ils me regardaient tous drôlement et qu'ils étaient excités. Frank a dit « Je vous ai dit que Charlie avait quelque chose de bizarre ces derniers temps. » Et Joe Carp a dit « Ouais, je comprends ce que tu veux dire. » Mr. Donner a envoyé tout le monde au travail et il m'a emmené avec lui dans le magasin. Il a dit « Charlie, je ne sais pas comment tu as fait, mais on dirait que tu as finalement appris quelque chose. Je te demande de faire très attention et de faire de ton mieux. Tu as obtenu un nouvel emploi et une augmentation de 5 $. J'ai dit « Je ne veux pas un nouvel emploi parce que j'aime nettoyer, balayer et faire les livraisons et faire de petites choses pour mes amis. Mais Mr. Donner a dit « Ne te préoccupe pas de tes amis. J'ai besoin de toi pour faire ce travail. Je pense qu'un garçon doit vouloir de l'avancement. » J'ai dit « Qu'est-ce que ça veut dire, avancement ?» Il s'est gratté la tête et m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Ne te préoccupe pas de ça, Charlie. À partir de maintenant, tu travailles au pétrin. C'est cela un avancement. » Donc maintenant, au lieu de livrer des paquets et de nettoyer les toilettes et de m'occuper des ordures, je suis le nouvel ouvrier boulanger chargé du pétrin mécanique. C'est un avancement.
Demain, je le dirai à Miss Kenyon. Je crois qu'elle sera contente, mais je ne sais pas pourquoi Frank et Joe sont fâchés contre moi. J'ai demandé à Fanny et elle a dit « T'occupe pas de ces idiots. C'est le 1er avril aujourd'hui et leur blague a fait long feu et c'est eux qui ont eu l'air bêtes, pas toi. » J'ai demandé à Joe quelle blague avait fait long feu et il m'a dit d'aller me faire pendre. Je suppose qu'ils sont fâchés contre moi parce que j'ai fait marcher le pétrin et qu'ils n'ont pas eu le jour de congé comme ils croyaient. Est-ce que cela signifie que je deviens plus intelligent? 3 avril. Terminé Robinson Crusoe. Je voulais savoir ce qui lui était arrivé après, mais Miss Kenyon a dit « C'est tout, cela s'arrête là ». Pourquoi? 4 avril. Miss Kenyon dit que j'apprends vite. Elle a lu quelques-uns de mes comptes rendus et elle m'a regardé d'un air drôle. Elle dit que je suis un excellent garçon et que je leur montrerai que je vaux mieux qu'eux. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit que cela n'avait pas d'importance, mais qu'il ne faudrait pas que j'aie de la peine si je découvrais que tout le monde n'était pas aussi gentil que je le crois. Elle dit pour un garçon à qui Dieu a si peu donné, tu as fait plus qu'un tas de gens qui ont un cerveau dont ils ne se servent même pas. J'ai dit que tous mes amis sont des gens intelligents et bons. Ils m'aiment bien et ne m'ont jamais rien fait qui ne soit pas gentil. À ce moment, elle a attrapé quelque chose dans l'œil et il a fallu qu'elle court aux toilettes des dames. Pendant que je l'attendais assis dans la salle de cours, je me demandais comment Miss Kenyon pouvait être si gentille comme l'était ma mère. Je pense à ma mère qui me disait de rester un bon garçon et d'être toujours aimable avec les gens. Elle a ajouté « Mais fais toujours attention que certains ne comprennent pas et peuvent croire que tu cherches à faire des ennuis. » Cela me rappelle quand maman a dû s'en aller et qu'ils m'ont mis chez Mrs. Leroy qui habitait la porte à côté. Maman allait à l'hôpital. Papa a dit qu'elle n'était pas malade ni rien du tout, mais qu'elle allait à l'hôpital pour me ramener une petite sœur ou un petit frère. Je ne sais pas encore comment cela se fait. Je leur ai dit « Je veux un petit frère pour jouer avec moi » et je ne sais pas pourquoi ils m'ont apporté une petite sœur à la place, mais elle était jolie comme une poupée. Seulement, elle pleurait tout le temps. Je ne lui ai jamais fait mal, ni rien. Ils l'ont mise dans un berceau dans leur chambre et une fois j'ai entendu papa dire « Ne t'inquiète pas, Charlie ne lui fera pas de mal ». Elle était comme un petit paquet tout rose et quelquefois je ne pouvais pas dormir tant elle pleurait. Et quand je m'endormais, elle me réveillait au beau milieu de la nuit. Une fois qu'ils étaient dans la cuisine et que j'étais au lit, elle a pleuré. Je me suis levé pour aller la prendre dans mes bras et la calmer comme fait maman. Mais maman est arrivée en criant et elle me l'a enlevée et m'a giflé si fort que je suis tombé sur le lit. Puis elle s'est mise à hurler « Ne la touche plus jamais. Tu lui ferais mal, c'est un bébé, tu n'as pas à la toucher. » Je ne le savais pas alors, mais je crois que je sais maintenant qu'elle pensait que j'allais faire mal au bébé parce que j'étais trop bête pour savoir ce que je faisais. Maintenant cela m'attriste parce que je n'aurais jamais fait de mal à ma petite sœur. Quand j'irai chez le docteur Strauss, il faut que je lui parle de cela. 6 avril. Aujourd'hui, j'ai appris la virgule, qui est virgule, un point avec une queue. Miss Kenyon dit qu'elle est importante parce qu'elle permet de mieux écrire et elle dit quelqu'un pourrait perdre beaucoup d'argent si une virgule n'est pas à la bonne place. J'ai un peu d'argent que j'ai économisé sur mon salaire et sur ce que la fondation me paie, mais pas beaucoup et je ne vois pas comment une virgule m'empêche de le perdre. Mais, dit-elle, tout le monde se sert des virgules, alors je m'en servirai aussi. 7 avril. Je me suis mal servi de la virgule. C'est une ponctuation. Miss Kenyon m'a dit de chercher les mots compliqués dans le dictionnaire pour apprendre à bien les orthographier. J'ai dit quelle importance du moment qu'on peut quand même les lire. Elle a dit « Cela fait partie de ce que tu dois apprendre. Alors, à partir de maintenant, je chercherai tous les mots que je ne suis pas certain de savoir orthographier. Cela prend beaucoup de temps d'écrire comme cela, mais je crois que je me rappelle de mieux en mieux. En tout cas, c'est pour cela que j'écris bien le mot ponctuation. Il est écrit comme cela dans le dictionnaire. Miss Kenyon dit qu'un point est une ponctuation aussi, et il y a un tas d'autres signes à apprendre. Je lui ai dit que je croyais qu'elle avait voulu dire que tous les points devaient avoir une queue et être appelés des virgules. Mais elle a dit que non. Elle a dit « Il faut que tu saches tous les employer. »
Elle m'a montré comment les employer. Et maintenant, je peux employer toutes sortes de ponctuations dans ce que j'écris. Il y a des tas de règles à apprendre, mais je me les mets dans la tête. Une chose que j'aime, dans ma chère Miss Kenyon, c'est comme cela qu'il faut écrire dans une lettre d'affaires. Si j'entre jamais dans les affaires, c'est qu'elle me donne toujours une explication quand je lui pose une question. Elle est un génie. Je voudrais pouvoir être aussi intelligent qu'elle. La ponctuation, c'est amusant. 8 avril. Ce que je suis bête. Je n'avais même pas compris ce dont elle parlait. J'ai lu mon livre de grammaire hier soir et il explique tout cela. J'ai alors vu que c'était exactement comme Miss Kenyon essayait de me le dire. Mais je n'avais rien compris. Je me suis levé au milieu de la nuit et tout cela s'est éclairci dans ma tête. Miss Kenyon dit que la télé, en marchant juste avant que je m'endorme et durant la nuit, y a aidé. Elle dit que j'ai atteint un plateau, comme le sommet plat d'une colline. Après que j'ai eu compris comment fonctionne la ponctuation, j'ai relu tous mes comptes rendus depuis le début. Eh bien alors, c'est fou ce que j'ai fait des fautes d'orthographe et de ponctuation. J'ai dit à Miss Kenyon que je devrais reprendre ces pages et corriger toutes les fautes, mais elle a dit « Non, Charlie, le professeur Nemur veut qu'elles restent comme elles sont. C'est pourquoi il te les rend pour que tu les gardes après qu'elles ont été photocopiées, pour voir tes propres progrès. Tu progresses vite, Charlie. » 10 avril. Je me sens mal à l'aise. Pas malade à aller chez un médecin, mais je me sens mal en dedans, comme si j'avais reçu un coup et que j'ai en même temps le cœur serré. Je ne voulais pas en parler, mais je crois qu'il le faut parce que c'est important. C'est la première fois aujourd'hui que je ne suis pas allé au travail volontairement. Hier soir, Joe Carp et Frank m'ont invité à une petite fête. Il y avait des tas de filles, et Gimpy était là, et Ernie aussi. Je me rappelais combien j'avais été malade la dernière fois que j'avais trop bu, et j'ai dit à Joe que je ne voulais rien boire. Il m'a donné un simple Coca-Cola. Il avait un drôle de goût, mais j'ai pensé que c'était parce que j'avais une mauvaise bouche. Nous nous sommes beaucoup amusés pendant un certain temps. « Danse avec Hélène, » a dit Joe. « Elle t'apprendra les pas. » Et il lui a fait un clin d'œil, comme s'il avait eu quelque chose dans l'œil. Elle a dit « Pourquoi ne le laisses-tu pas tranquille ?» Joe m'a tapé dans le dos. « Charlie Gordon est mon copain, mon pote. Ce n'est pas un gars ordinaire. Il a eu de l'avancement, c'est lui qui est chargé du pétrin mécanique. Tout ce que je te demande, c'est de danser avec lui et qu'il s'amuse. Quel mal y a-t-il à cela ?» Il m'a poussé tout contre elle et elle a dansé avec moi. Je suis tombé 3 fois et je ne pouvais pas comprendre pourquoi car personne d'autre ne dansait en dehors d'Hélène et moi. Et tout le temps je tombais parce qu'il y avait toujours le pied de quelqu'un qui dépassait. Et il faisait cercle autour de nous et riait de la manière dont nous dansions. Il riait plus fort chaque fois que je tombais et je riais aussi parce que c'était tellement drôle. Mais la dernière fois que c'est arrivé, je n'ai pas ri, j'ai voulu me relever et Joe m'a fait retomber. J'ai vu alors l'expression qui était sur le visage de Joe et cela m'a donné une drôle de sensation au creux de l'estomac. « Ce qu'il est marrant, » a dit une des filles. Tout le monde riait. « Oh, tu avais raison, Frank, » pouffait Hélène. « C'est un spectacle à lui tout seul. » Puis elle a dit « Tiens, Charlie, prends une pomme. » Elle me l'a donnée et quand j'ai mordu dedans, c'était une attrape. Alors Frank s'est mis à rire et il a dit « Je vous l'avais dit qu'il la mangerait. Auriez-vous jamais imaginé quelqu'un d'assez bête pour manger une pomme en cire ?» Joe a dit « Je n'ai jamais autant ri depuis que nous l'avions envoyé voir au coin de la rue s'il pleuvait, le soir où nous l'avons saoulé chez Halloran. » Et une image m'est venue à l'esprit du temps où j'étais petit, quand les gosses du voisinage me laissaient jouer avec eux à cache-cache et que c'était mon tour. Après avoir compté et recompté jusqu'à 10 sur mes doigts, je me mettais à chercher les autres. Et je continuais à les chercher jusqu'à ce qu'il fasse noir et froid et qu'il me faille rentrer à la maison. Et je ne les trouvais jamais et je ne savais jamais pourquoi. Ce que Frank disait me l'a rappelé. C'était la même chose qui était arrivée chez Halloran. Et c'était ce que faisaient maintenant Joe et les autres. Se moquer de moi, comme les gosses qui jouaient à cache-cache me jouaient des tours et se moquaient aussi de moi. Tous ceux qui étaient de la fête n'étaient plus qu'une grappe de visages brouillés qui me regardaient à terre et qui se moquaient de moi. « Regardez-le, il est tout rouge. »« Il rougit, voilà Charlie qui rougit. »« Hé, Hélène, qu'est-ce que tu as fait à Charlie? Je ne l'avais jamais vu comme cela. »« Eh bien, mon vieux, Hélène l'a bougrement excité. »
Je ne savais ni quoi faire, ni où me tourner. De se frotter contre moi, elle m'avait donné une drôle de sensation. Tout le monde riait et brusquement j'ai eu l'impression d'être tout nu. J'aurais voulu me cacher pour qu'il ne me voie pas. Je me suis précipité hors de l'appartement. C'était un grand immeuble avec des tas de couloirs et je ne trouvais pas l'escalier. J'avais oublié l'ascenseur. Finalement, j'ai trouvé l'escalier et je suis sorti en courant dans la rue. J'ai marché longtemps avant de regagner ma chambre. Je n'avais jamais compris avant que Joe et Frank et les autres aimaient m'avoir avec eux, simplement pour s'amuser de moi. Maintenant, je comprends ce qu'ils veulent dire quand ils disent « ça, c'est bien du Charlie Gordon ». J'ai honte. Et autre chose, j'ai rêvé de cette fille, Hélène, qui dansait et se frottait contre moi. Et quand je me suis éveillé, les draps étaient tachés et mouillés. 13 avril. Je ne suis pas allé à la boulangerie encore aujourd'hui. J'ai dit à Mrs. Flynn, ma propriétaire, de téléphoner à Mr. Donner et de lui dire que je suis malade. Mrs. Flynn me regarde depuis quelque temps, comme si elle avait peur de moi. Je pense que c'est une bonne chose que j'ai découvert comment tout le monde se moque de moi. J'y ai beaucoup pensé. C'est parce que je suis si bête et que je ne sais même pas quand je fais quelque chose de bête. Les gens pensent que c'est amusant quand une personne pas intelligente ne peut pas faire des choses comme eux, ils peuvent. En tout cas, je sais maintenant que je deviens un peu plus intelligent chaque jour. Je connais la ponctuation et aussi l'orthographe. J'aime chercher tous les mots difficiles dans le dictionnaire et je m'en souviens. Et j'essaie d'écrire ces comptes rendus très soigneusement, mais c'est difficile. Je lis beaucoup maintenant, et Miss Kenyon dit que je lis très vite. Et je comprends même beaucoup de choses que je lis et elles me restent dans l'esprit. Il y a des fois où je peux fermer les yeux et penser à une page et elle me revient tout entière comme une image. Mais il y a d'autres choses qui me viennent dans la tête. Parfois je ferme les yeux et je vois une image très nette. Comme ce matin, juste après m'être réveillé, j'étais couché dans mon lit, les yeux ouverts. C'était comme si un grand trou s'était ouvert dans les murs de mon esprit et que je puisse tout simplement passer au travers. Je crois que c'est très loin, il y a longtemps quand j'ai commencé à travailler à la boulangerie Donner. Je vois la rue où est la boulangerie, elle est d'abord floue, puis apparaissent comme des taches, des choses si réelles qu'elles sont maintenant là, devant moi, et d'autres choses restent floues, et je ne suis pas sûr. Un petit vieux avec une voiture d'enfant transformée en poussette, avec un fourneau à charbon de bois, et l'odeur des marrons grillés et la neige sur le sol. Un jeune garçon maigre avec de grands yeux et un air craintif sur le visage qui regarde l'enseigne du magasin. Qu'y a-t-il dessus? Des lettres brouillées d'une manière qui n'a aucun sens. Je sais maintenant que cette enseigne indique « Boulangerie Donner », mais en la regardant dans ma mémoire, je ne peux pas la lire avec ses yeux. Aucune des enseignes n'a de sens. Je crois que ce garçon au visage craintif, c'est moi. Des lumières brillantes au néon, des arbres de Noël et des petits marchands forains sur le trottoir, des gens engoncés dans des manteaux avec le col relevé et des écharpes autour du cou. Mais le garçon n'a pas de gants. Il a froid aux mains et pose à terre un gros paquet de sacs de papier brun. Il s'arrête pour regarder les petits jouets mécaniques que le marchand remonte, l'ours qui culbute, le chien qui saute, l'otarie qui fait tourner un ballon sur son nez, et qui culbutent et qui sautent et qui font tourner leur ballon. S'il avait tous ces jouets à lui, il serait le garçon le plus heureux du monde. Il a envie de demander au petit marchand au visage rouge, aux doigts qui passent à travers ses gants de coton marron, s'il peut prendre une minute l'ours qui culbute, mais il n'ose pas. Il ramasse le paquet de sacs en papier et le met sur son épaule. Il est maigre, mais de longues années de dur travail l'ont rendu fort. Charlie, Charlie, gros ballot de Charlie. Des gosses tournent autour de lui en riant et en le taquinant comme des petits chiens qui essaieraient de lui mordre les talons. Charlie leur sourit. Il voudrait bien poser son paquet et jouer à des jeux avec eux, mais quand il y pense, il a des frissons dans le dos et il se souvient comment les plus grands lui lancent des choses. En revenant à la boulangerie, il voit quelques-uns des garçons à la porte d'un couloir sombre. « Hé, regarde, voilà Charlie. Hé, Charlie, qu'est-ce que tu portes là? Tu veux faire une partie de dés? Viens donc, on te fera pas mal. » Mais la porte, le couloir sombre et les rires ont quelque chose qui lui donne encore des frissons dans le dos. Il essaie de savoir pourquoi, mais tout ce qu'il se rappelle, c'est la saleté de ses vêtements souillés. Et l'oncle Herman, qui a crié quand il est revenu à la maison tout couvert d'ordures,
et qui s'est précipité dehors, un marteau à la main, à la recherche des garçons qui lui avaient fait cela. Charlie recule devant les garçons qui rient dans le couloir, fait tomber son paquet. Il le ramasse et court tout le reste du chemin jusqu'à la boulangerie. « Pourquoi as-tu mis si longtemps, Charlie ?» crie Gimpy du fond du magasin. Charlie passe les portes battantes de l'arrière-boutique et pose le paquet sur l'un des plateaux. Il s'adosse au mur en plongeant ses mains dans ses poches. Il voudrait bien avoir sa toupie. Il aime bien être là dans le fournil où le sol est blanc de farine, plus blanc que les murs et le plafond noirci de suie. Les semelles épaisses de ses galoches sont encroûtées de blanc, et il y a du blanc dans les coutures et dans les œillets délacés, et sous ses ongles et dans la peau gercée de ses mains. Il est bien là, accroupi contre le mur, adossé de telle manière que sa casquette retombe en avant sur ses yeux. Il aime l'odeur de farine, de pâte molle, mêlée à celle du pain et des gâteaux et des petits pains qui cuisent. La chaleur du four l'endort. Bien, chaleur, dort. Soudain, il tombe, se retient et sa tête heurte le mur. Quelqu'un lui a fait un croche-pied. C'est tout ce que je peux me rappeler. Je peux voir tout cela très nettement, mais je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. C'est comme quand j'allais au cinéma. La première fois, je ne comprenais jamais parce que cela allait trop vite. Mais après avoir vu le film 3 ou 4 fois, je finissais par comprendre ce qui se disait. Il faut que je questionne le Dr Strauss là-dessus. 14 avril. Le Dr Strauss dit que la chose importante est de se rappeler des souvenirs, comme celui qui m'est venu hier, et de les écrire. Ensuite, quand je vais à son cabinet, nous pouvons en parler. Le docteur est un psychiatre et neurologue. Je ne le savais pas. Je pensais qu'il n'était qu'un simple médecin, mais lorsque je suis allé le voir ce matin, il m'a expliqué combien il était important pour moi d'apprendre à me connaître de façon à comprendre mes problèmes. J'ai dit que je n'avais pas de problème. Il a ri, puis il s'est levé de sa chaise et est allé à la fenêtre. Plus tu deviendras intelligent, plus tu auras de problèmes, Charlie. Ta croissance mentale va dépasser ta croissance émotionnelle. Et je crois qu'à mesure que tu progresseras, tu découvriras beaucoup de choses dont tu voudras me parler. Je veux simplement que tu te souviennes que c'est ici que tu dois venir quand tu as besoin que l'on t'aide. Je ne sais pas encore ce que tout cela signifie, mais il a dit que même si je ne comprends pas mes rêves ou mes souvenirs, ou pourquoi ils me viennent plus tard à un certain moment, tout cela se mettra en ordre et que j'en saurai davantage sur moi-même. Il a dit que l'important c'est de trouver ce que disent les gens dans mes souvenirs. Il s'agit toujours de moi quand j'étais enfant, et il faut que je me rappelle ce qui est arrivé. Je ne savais rien de tout cela avant. C'est comme si, en devenant suffisamment intelligent, j'allais comprendre tous les mots que j'ai dans la tête et que je saurais tout sur ces garçons dans le couloir et sur mon oncle Herman et mes parents. Mais ce qu'il veut dire, c'est que cela va me peiner et que je pourrais en avoir le cerveau malade. Il faut donc que je vienne le voir 2 fois par semaine maintenant pour parler de ce qui me tourmente. Nous nous asseyons simplement et je parle et le docteur Strauss écoute. Cela s'appelle psychothérapie et cela signifie parler de ces choses pour qu'après je me sente mieux. Je lui ai dit que l'une des choses qui me tourmente, c'est au sujet des femmes. Ainsi d'avoir dansé avec cette Hélène qui m'avait tellement excité. Nous en avons donc parlé, et j'ai eu une drôle de sensation pendant que j'en parlais, une sueur froide et un bourdonnement dans ma tête, et j'ai cru que j'allais vomir. Peut-être parce que j'ai toujours pensé que c'était sale et mauvais d'en parler. Mais le docteur Strauss dit que ce qui m'est arrivé après dans le lit est une chose naturelle qui arrive aux garçons. Même si je deviens intelligent et que j'apprends un tas de choses nouvelles, il croit donc que je suis encore un petit garçon au sujet des femmes. C'est déconcertant, mais je vais me mettre à tout découvrir de ma vie. 15 avril. Je lis beaucoup en ce moment, et presque tout me reste dans la tête. En plus de l'histoire et de la géographie et de l'arithmétique, Miss Kenyon dit que je devrais commencer à apprendre des langues étrangères. Le professeur Nemur m'a donné d'autres bandes magnétiques à faire passer quand je dors. Je ne sais toujours pas comment fonctionne l'esprit conscient et inconscient, mais le docteur Strauss dit de ne pas m'en préoccuper encore. Il m'a fait promettre, quand j'arriverai à des études du niveau du collège dans quelques semaines, de ne pas lire de livres de psychologie
jusqu'à ce qu'il m'en donne la permission. Il dit que cela m'embrouillera et me fera penser en fonction de théories psychologiques au lieu de suivre mes propres idées et mes propres sentiments. Mais je peux très bien lire des romans. Cette semaine, j'ai lu Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald et une tragédie américaine de Theodore Dreiser. Je n'avais jamais eu l'idée que des hommes et des femmes agissent ainsi. 16 avril. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui, mais je suis encore en colère à la pensée que les gens ont toujours ri de moi et se sont toujours moqués de moi. Lorsque je serai devenu aussi intelligent que le dit le professeur Nemur, avec un QI qui sera plus du double du QI 70 qui est le mien, peut-être qu'alors les gens m'aimeront et seront mes amis. Je ne sais pas exactement ce qu'est un QI. Le professeur Nemur dit que c'est quelque chose qui mesure l'intelligence que l'on a, comme une balance au magasin mesure combien pèse une chose en kilos. Mais le Dr Strauss a eu une grosse discussion avec lui et a dit qu'un QI ne pèse pas du tout l'intelligence. Il dit qu'un QI indique jusqu'où peut aller votre intelligence, comme les chiffres sur un verre à mesurer. Encore faut-il emplir le verre avec quelque chose. Quand j'ai interrogé Bert Seldon, qui me fait passer mes tests d'intelligence et qui travaille avec Algernon, il a dit qu'il y a des gens qui diraient que Nemur et Strauss sont dans l'erreur et que, d'après ce qu'il a lu sur le sujet, le QI mesure un tas de choses différentes, y compris certaines des choses que vous avez déjà apprises, et que ce n'est vraiment pas du tout une bonne mesure de l'intelligence. Je ne sais donc toujours pas ce qu'est un QI, et tout le monde en donne une définition différente. Le mien est d'environ 100 actuellement, et il va bientôt dépasser 150, mais il faut encore qu'il m'emplisse avec quelque chose, comme le verre à mesurer. Je n'ai rien voulu dire, mais je ne vois pas, s'ils ne savent pas ce que c'est, ni où c'est, comment ils peuvent savoir combien on en a. Le professeur Nemur dit que je dois passer un test de Rorschach après-demain. Je me demande ce que c'est. 17 avril. J'ai eu un cauchemar la nuit dernière, et ce matin, après m'être réveillé, je me suis livré à des associations d'idées comme le Dr Strauss me l'a demandé quand je me souviens de mes rêves. Je pense à mon rêve, et je laisse simplement mon esprit errer librement jusqu'à ce que d'autres pensées me viennent. Je continue à faire cela jusqu'à ce que j'ai la tête vide. Le Dr Strauss dit que cela signifie que j'ai atteint un point où mon subconscient tente de bloquer mon conscient pour l'empêcher de se rappeler. C'est un mur entre le présent et le passé. Parfois le mur résiste et parfois il s'effondre et je peux me souvenir de ce qui est derrière lui. Comme ce matin, j'avais rêvé de Miss Kenyon lisant mes comptes rendus. Dans mon rêve, je m'assieds pour écrire, mais je ne peux plus écrire ni lire. J'ai tout oublié. J'ai peur et je demande à Gimpy à la boulangerie d'écrire pour moi. Mais lorsque Miss Kenyon lit le compte-rendu, elle se fâche et déchire les pages parce que des obscénités y sont écrites. Quand je reviens à la maison, le professeur Nemur et le Dr Strauss sont là qui m'attendent et ils me donnent une correction pour avoir écrit des obscénités dans mon compte-rendu. Lorsqu'ils s'en vont, je ramasse les pages déchirées, mais elles se transforment en papier dentelle comme des cartes de la Saint-Valentin, avec plein de sang dessus. C'était un rêve horrible, mais je me suis levé et je l'ai écrit tout entier, puis j'ai pratiqué l'association libre d'idées. Boulangerie, le pain qui cuit, la fontaine à thé, quelqu'un qui me donne un coup de pied, je tombe, du sang partout, j'écris, un gros crayon sur une carte de la Saint-Valentin, rouge, un petit cœur doré, un médaillon, une chaîne, tout est couvert de sang, et il se moque de moi. La chaîne est celle d'un médaillon, il tournoie, lance des éclats de soleil dans mes yeux, et je le regarde tournoyer, je regarde la chaîne, toute mélangée et tordue qui tournoie, et une petite fille qui me regarde. Elle s'appelle Miss Ken... Je veux dire Harriet. Harriet, Harriet, nous aimons tous Harriet. Et puis plus rien. De nouveau un blanc. Miss Kenyon qui lit mes comptes rendus par-dessus mon épaule. Ensuite, nous sommes au cours d'adultes retardés, et elle lit par-dessus mon épaule tandis que j'écris mes compositions. Le cours devient l'école primaire 13. J'ai 11 ans, et Miss Kenyon a 11 ans aussi, mais maintenant, elle n'est plus Miss Kenyon. Elle est une petite fille avec des fossettes et de longs cheveux bouclés, et elle s'appelle Harriet. Nous aimons tous Harriet, et c'est la Saint-Valentin. Je me rappelle ce qui est arrivé à l'école primaire 13,
Et pourquoi ils ont dû me changer d'école et m'envoyer à l'école primaire 222? À cause de Harriet. Je vois Charlie. Il a 11 ans. Il a un petit médaillon doré qu'un jour il a trouvé dans la rue. Le médaillon n'a pas de chaîne, mais il est attaché à un fil. Il aime le faire tournoyer pour qu'il torde le fil. Et il le regarde se détordre en lui envoyant des éclats de soleil dans les yeux. Quelquefois, quand les gosses jouent à la balle, il le laisse jouer au milieu et il essaie de saisir la balle avant que l'un d'eux l'attrape. Il aime être au centre, même s'il n'attrape jamais la balle. Une fois, Jaime Roth avait lâché la balle et il l'a ramassée, mais les autres n'ont pas voulu le laisser la lancer et il a dû retourner au milieu. Quand Harriet passe, les garçons s'arrêtent de jouer et la regardent. Tous les garçons sont amoureux de Harriet. Lorsqu'elle secoue la tête, ses boucles dansent et elle a des fossettes. Charlie ne sait pas pourquoi ils font tant d'histoires pour une fille et pourquoi ils veulent toujours aller lui parler. Lui, il préfère jouer à la balle ou au football avec une boîte de conserve ou un autre jeu plutôt que de parler à une fille. Mais tous les garçons sont amoureux de Harriet, alors lui aussi, il est amoureux de Harriet. Elle ne le taquine jamais comme les autres gosses, et il fait des tours pour elle. Il marche sur les tables quand la maîtresse n'est pas là. Il jette les chiffons effacés par la fenêtre, gribouille partout sur le tableau noir et sur les murs, et Harriet pouffe et s'exclame « Oh, regardez Charlie, ce qu'il est rigolo! Oh, ce qu'il est bête !» C'est la Saint-Valentin. Les garçons parlent des jolies cartes qu'ils vont donner à Harriet, et Charlie dit « Moi aussi, je vais donner une jolie carte à Harriet. » Il s'esclaffe, et Barry dit « Où la prendras-tu, ta carte ? J'en trouverai une belle pour elle, vous verrez. » Mais il n'a pas d'argent pour acheter une carte. Alors, il décide de donner à Harriet son médaillon, qui est en forme de cœur comme les cartes de la Saint-Valentin à la devanture des magasins. Ce soir-là, il prend du papier de soie dans le tiroir de sa mère, et il lui faut longtemps pour faire un joli paquet et l'attacher avec un ruban rouge. Puis il le montre à Jaime Roth le lendemain à l'heure du déjeuner à l'école et demande à Jaime d'écrire pour lui sur le papier. Il dit à Jaime d'écrire « Chère Harriet, je pense que tu es la plus jolie fille du monde. Je t'aime beaucoup, beaucoup et je voudrais que tu sois ma Valentine. Ton ami, Charlie Gordon. » Jaime écrit soigneusement en grosses lettres d'imprimerie sur le papier, en riant tout le temps, et il dit à Charlie « Ben, mon vieux, ça va lui en faire sortir les yeux de la tête. Attends qu'elle voie ça. » Charlie n'est pas rassuré, mais il veut donner ce médaillon à Harriet. Il l'a su en quittant l'école, et il attend qu'elle soit entrée dans sa maison. Puis il se glisse dans le hall et accroche le paquet à la poignée de la porte à l'intérieur. Il sonne 2 fois et court de l'autre côté de la rue se cacher derrière un arbre. Quand Harriet vient ouvrir, elle regarde dehors pour voir qui a sonné, puis elle voit le paquet, elle le prend et rentre. Charlie retourne à la maison et reçoit une fessée parce qu'il a pris le papier de soie et le ruban dans le tiroir de sa mère, sans le dire. Mais cela lui est égal. Demain, Harriet portera le médaillon et dira à tous les garçons que c'est lui qui le lui a donné. Alors ils verront. Le lendemain, il court jusqu'à l'école, mais c'est trop tôt. Harriet n'est pas encore là et il est tout énervé. Mais quand Harriet arrive, elle ne le regarde même pas. Elle ne porte pas le médaillon et elle a l'air fâchée. Il fait toutes sortes de choses pendant que Mrs. Johnson ne surveille pas. Il fait des grimaces comiques. Il rit fort. Il monte sur son banc et agite son derrière. Il lance même un morceau de craie à Harold. Mais Harriet ne le regarde pas une seule fois. Peut-être a-t-elle oublié le médaillon? Peut-être le portera-t-elle demain? Elle passe près de lui dans le couloir, mais quand il s'approche pour l'interroger, elle le repousse sans dire un mot. En bas, dans la cour de l'école, les 2 grands frères de Harriet attendent Charlie. Gus le pousse. « Petit saligo, c'est toi qui as écrit des saletés à ma petite sœur ?» Charlie répond qu'il n'a pas écrit des saletés. « Je lui ai simplement souhaité la Saint-Valentin. » Oscar, qui faisait partie de l'équipe de football avant de quitter l'école secondaire, attrape Charlie par sa chemise en arrachant 2 boutons. « N'approche plus de ma petite sœur, espèce de dégénéré. On se demande même pourquoi tu es dans cette école. » Il pousse Charlie vers Gus qui le saisit à la gorge. Charlie prend peur et commence à pleurer. Alors, ils se mettent à le frapper. Oscar lui envoie un coup de poing dans la figure. Gus le jette à terre et lui donne un coup de pied dans les côtes. Puis tous 2 lui donnent des coups de pied et quelques-uns des gosses dans la cour, les amis de Charlie, arrivent en criant et en battant des mains.
venez voir, il flanque une volée à Charlie. Ses vêtements sont déchirés, il saigne du nez et il a une dent cassée. Et, après que Gus et Oscar sont partis, il s'assied sur le trottoir et pleure. Le sang a un goût amer. Les autres gosses rient et crient « Charlie s'est fait flanquer une volée, Charlie s'est fait flanquer une volée !» Et Mr. Wagner, l'un des employés de l'école, arrive et les chasse. Il emmène Charlie dans les lavabos et lui dit de laver le sang et la saleté qu'il a sur les mains et la figure avant de rentrer à la maison. Je crois que j'étais assez bête pour croire tout ce que les gens me disaient. Je n'aurais pas dû faire confiance à Amy ni à personne. Je ne me souvenais pas de tout cela jusqu'à aujourd'hui, mais cela m'est revenu après que j'ai pensé à mon rêve. Cela a sans doute un rapport avec ce que je ressens au sujet de Miss Kenyon en train de lire mes comptes rendus. En tout cas, je suis content de n'avoir plus à demander à quelqu'un d'écrire pour moi. Maintenant, je peux le faire moi-même. Mais je viens de me rendre compte de quelque chose. Harriet ne m'a jamais rendu mon médaillon. 18 avril. J'ai découvert ce qu'est un test de Rorschach. C'est le test avec les taches d'encre, celui que j'ai passé avant l'opération. Dès que j'ai vu ce que c'était, j'ai eu peur. Je savais que Bert allait me demander de trouver les images, et je savais que je ne le pourrais pas. Je pensais, si seulement il y avait un moyen de savoir quel genre d'images y sont cachées. Peut-être n'était-ce pas du tout des images. Peut-être n'était-ce qu'un truc pour voir si j'étais assez bête pour chercher quelque chose qui n'est pas là. Rien que d'y penser, cela me mettait en colère contre Bert. « Voyons, Charlie, a-t-il dit, tu as déjà vu ces cartes, tu te rappelles ?»« Bien sûr, je me rappelle. » À la manière dont je l'ai dit, il a deviné que j'étais en colère et il m'a regardé surpris. « Il y a quelque chose qui ne va pas, Charlie ?»« Non, il n'y a rien. Ce sont ces taches qui m'impressionnent. » Il a souri en hochant la tête. « Il n'y a pas de quoi. Ce n'est que l'un des tests classiques de personnalité. Maintenant, je voudrais que tu regardes cette carte. Qu'est-ce que tu y vois ?» Les gens voient toutes sortes de choses dans ces taches d'encre. Dis-moi à quoi elles peuvent ressembler pour toi, ce à quoi elles te font penser. Cela m'a donné un coup. J'ai regardé la carte, puis je l'ai regardé lui. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'image cachée dans ces taches d'encre? Bert a plissé le front et a enlevé ses lunettes. Quoi? Des images cachées dans les taches d'encre. L'autre fois, vous m'avez dit que tout le monde pouvait les voir, et vous vouliez que je les découvre, moi aussi. Non, Charlie, je ne peux pas avoir dit cela. Qu'est-ce que cela signifie? Lui ai-je demandé en criant. D'avoir tellement peur de ces taches d'encre m'avait mise en colère contre moi et contre Bert aussi. C'est ce que vous m'avez dit. Que vous soyez assez intelligent pour aller au collège ne vous donne pas le droit de vous moquer de moi. J'en ai assez. Je suis fatigué de voir tout le monde se moquer de moi. Je ne me souviens pas avoir jamais été aussi en colère. Je ne pense pas que c'était contre Bert lui-même, mais j'ai soudain explosé. J'ai jeté les cartes du Rorschach sur la table et je suis sorti. Le professeur Nemur était dans le couloir, et quand il m'a vu passer près de lui en courant sans le saluer, il a senti que quelque chose n'allait pas. Il m'a attrapé avec Bert au moment où j'allais prendre l'ascenseur. « Charlie, » a dit Nemur en me saisissant le bras. « Attends une minute. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dégagé mon bras et j'ai montré Bert de la tête. J'en ai assez et je suis fatigué de voir que les gens se moquent sans arrêt de moi. C'est tout. Peut-être que je ne m'en rendais pas compte avant, mais maintenant je le sais et cela ne me plaît pas. « Personne ne se moque de toi ici, Charlie, » a dit Nemur. Et ces taches d'encre. L'autre fois, Bert m'a dit qu'il y avait des images dans l'encre, que tout le monde pouvait voir et que je... Voyons, Charlie, veux-tu écouter les paroles exactes que Bert t'a dites et tes réponses aussi? Nous avons une bande magnétique de cette séance de test. Nous pouvons te la faire passer et tu entendras exactement ce qui a été dit. Je suis revenu avec eux au bureau de psycho avec des sentiments mêlés. J'étais certain qu'ils s'étaient amusés de moi et qu'ils m'avaient joué un tour alors que j'étais trop ignorant pour m'en rendre compte. Ma colère était une sensation enivrante et je ne voulais pas y renoncer, j'étais prêt à me battre. Pendant que Nemur cherchait la bande magnétique dans les classeurs, Bert expliqua. L'autre fois, je me suis servi presque exactement des mêmes mots qu'aujourd'hui. C'est une condition indispensable de ces tests que la procédure soit la même chaque fois qu'on les fait passer. Je le croirai quand je l'entendrai. Ils échangèrent un regard, je sentis le sang me monter de nouveau au visage. Ils se moquaient de moi. Mais je me suis alors rendu compte de ce que je venais de dire, et en m'écoutant,
J'ai compris la raison de ce regard. Il ne se moquait pas, il sentait ce qui se passait en moi. J'avais franchi un nouveau stade, et la colère et les soupçons étaient mes premières réactions au monde qui m'entourait. La voix de Burt retentit dans le magnétophone. « Je voudrais que tu regardes cette carte, Charlie. Qu'est-ce que tu y vois? Les gens voient des tas de choses dans ces taches d'encre. Dis-moi à quoi elles te font penser. » Les mêmes mots, presque le même ton de voix qu'il a employé il y a quelques minutes dans le labo. Et puis j'ai entendu mes réponses, enfantines, incroyables, et je me suis effondré dans le fauteuil près du bureau de professeur Nemur. Est-ce que c'était bien moi? Je suis retourné au labo avec Burt et nous avons repris le Rorschach. Nous avons examiné les cartes lentement. Cette fois, mes réponses étaient différentes. Je voyais des choses dans les taches d'encre. Une paire de chauves-souris qui s'agrippaient l'une à l'autre, 2 hommes qui faisaient de l'escrime à l'épée. J'imaginais toutes sortes de choses. Mais même ainsi, je sentis que je ne faisais plus totalement confiance à Burt. Je continuais de tourner et retourner les cartes et de regarder derrière pour voir s'il n'y avait rien là que je sois susceptible de découvrir. Je jetais un coup d'œil pendant qu'il écrivait ses notes, mais elles étaient toutes en code, ce qui donnait à peu près ceci: WF fois ADDF moins ADORIG WF moins ASF fois OPJ. Le test n'a toujours pas de sens. Il me semble que n'importe qui peut raconter des mensonges à propos d'images qu'il n'a pas vraiment vues. Comment pourrait-il savoir que je ne me moque pas d'eux en disant des choses que je n'ai pas vraiment imaginées? Peut-être comprendrai-je quand le docteur Strauss me laissera lire des livres de psychologie. Cela me devient beaucoup plus difficile d'écrire toutes mes pensées et tous mes sentiments, parce que je sais que des gens les lisent. Peut-être serait-ce mieux si je pouvais garder quelques-uns de ces comptes rendus pour moi pendant un moment. Je vais demander au docteur Strauss pourquoi cela commence subitement à me troubler. C'était Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. 3e partie. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.